Il repose sur un plateau de corail à 2,5 km de Grande Rivière Sud-Est, à 1,5 km de l'îlot des Roches, par 2 mètres, parfois 4 mètres de fond. Ce qui reste du Spieke, frégate de guerre française de 500 tonneaux, a été comme saupoudré sur 150 mètres. Le drame s'est joué un soir, le 7 janvier 1702. Le capitaine John Bowen est à la barre. Son navire pirate s'approche de la côte est. Le Spieke est en pleine tempête. Il heurte l'îlot des Roches. La coque est bercée. L'équipage tente d'alléger le navire, un négrier que les pirates avaient capturé le 16 avril 1700 à Madagascar. Ils se débarrassent des canons, mais cela ne suffit pas. Le Spieke sombre. Il sera le premier navire au monde à être identifié comme navire pirate. Retrouvons les archéologues Jan von Arnim et Jean Soula au musée de Maïbourg. C'est un navire pirate qui a coulé sur la côte est de l'île Maurice en 1702 et c'est le bateau pirate le plus ancien jamais découvert par l'archéologie, les archives et l'histoire. Il y a 8 bateaux pirates dans le monde qui ont été découverts aujourd'hui, il y en a probablement d'autres, et ce navire c'est le premier qui a été découvert dans le monde, donc c'est assez exceptionnel. Lorsqu'ils ne plongent pas ou qu'ils ne sont pas plongés dans les archives, Jan von Arnim et Jean Soula jouent au guide. Donc vous venez visiter le musée aujourd'hui. Vous êtes mauricien? Oui, je suis mauricien. Et vous connaissez pas l'histoire de ce navire-là qu'on appelle le Spieke? Non, je sais pas. On a des objets du monde entier qui ont été récupérés par les pirates et qui ont coulé avec eux et leur bateau. Bon, en fait, ils ont réussi à se sauver du bateau, il n'y a pas eu de noyés, et donc ils ont récupéré la majorité de leurs trésors sur le bateau. Mais comme ils avaient déjà commencé à partager, comme ils étaient plus de 200, donc le problème c'est que chacun cachait un peu ses pièces d'or dans le bateau quelque part, donc certains n'ont pas pu récupérer au moment du naufrage. Donc heureusement, parce que comme ça, nous les archéologues, on a encore de quoi trouver sur l'épave. Est-ce que vous savez l'âge de ces argent? Alors tous les objets ont été identifiés et datés. Okay. Bon, certains pas précis, mais tout ce qui concerne les pièces de monnaie, l'avantage c'est qu'on a des dates dessus. Oui. Et donc on sait à peu près quand ils ont été frappés. Et donc c'est ça qui nous donne au fait l'identité du navire, parce qu'il est évident que si on a des pièces de monnaie qui datent pas de la bonne époque, ben, on n'est pas sur le bon navire. Mais là c'est bien le cas, tous ces objets datent bien de la bonne époque. Ouais, c'est des cuillères en bronze et c'est quoi ça? Ce sont des compas de... Oui, oui, ce sont des compas de navigation qui appartenaient aux officiers et probablement même aux capitaines de pirates. Parce qu'il faut imaginer la cabine avec plein d'objets de navigation, les cartes, etc. Mais pour travailler sur les cartes, il faut ce type de compas pour mesurer les distances. Donc vous voyez, maintenant ça vous parle. Voilà. Donc parfois ils étaient associés à des grandes baguettes en bois pour avoir des grands compas pour faire les distances. Et ça a été complètement préservé. C'est probablement d'origine anglaise, comme était le capitaine John Bowen. Voilà. Comment est-ce qu'on devient un archéologue, un historien, et on raconte l'histoire du monde en fait? Déjà, il faut être passionné d'histoire, d'archéologie, d'histoire du monde. Envie aussi d'aventure, d'exotisme. Moi, j'ai une thèse spécialisée sur le mérovingien, donc le début du Moyen-Âge en France et en Europe.
les connexions entre la France et l'Angleterre. Et ça m'a amené maintenant à travailler sur les pirates au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc on en est un peu loin finalement. Mais c'est ce désir de recherche toujours. Vraiment, recherche et valorisation, c'est vraiment extrêmement important. Rechercher pour soi et pour la communauté scientifique, mais aussi valoriser pour le public, les enfants. Moi j'ai 2 enfants qui sont férus d'histoire aussi, et qui adorent les pirates. Et l'intérêt c'était quoi? C'était de leur expliquer aussi ce qu'était la réelle histoire des pirates dans la Caraïbe et l'océan Indien, et casser, briser les idées reçues. C'est une histoire extrêmement riche qui remonte à très loin dans le temps, mais quelques parallèles entre les Caraïbes, qui fascinent depuis la série au cinéma par exemple, et la piraterie dans l'océan Indien. Il y a des points communs? Oui, énormément. Déjà, la piraterie, elle a démarré finalement dans la Caraïbe pour cet âge d'or de la piraterie. On le rappelle, entre 1680 et 1730, la piraterie existe depuis l'Antiquité, mais c'est cette période finalement qui fascine tout le monde et qui nous fascine nous aussi. On surfe sur le folklore piraterie avec les crânes, etc. On adore ça, nous-mêmes chercheurs, mais il ne faut pas oublier ce qu'est réellement la piraterie à l'époque. C'est quand même des marins anglais, français, européens qui cherchent une seconde vie, une seconde chance finalement, qui partent dans l'exotisme, notamment dans la Caraïbe, et qui à un moment donné se font chasser de la Caraïbe en raison de chasse aux pirates liées au royaume anglais, hollandais ou espagnol, qui en fait en ont marre de cette économie qui s'essouffle, puisque en fait les pirates sont là pour bloquer un petit peu ce système de développement des colonies d'Amérique. Et donc pour ne pas bénéficier des amnisties qui sont proposées par les pirates, certains fuient la Caraïbe et partent dans l'océan Indien entre les années finalement 1690 et 1720. On a notamment le cas de John Bowen, qui est un pirate à l'origine né aux Bermudes, d'origine britannique, mais né aux Bermudes, donc dans la Caraïbe, qui commence légèrement à officier dans la Caraïbe, mais qui part tout de suite vers l'océan Indien pour développer ses méfaits. On en a d'autres, comme Olivier Levasseur, dit la Buse, le célèbre pirate français, qui pareil travaille, officie avec Benjamin Hornigold, Barbe Noire, etc. et qui part également vers l'océan Indien. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les prises pirates dans l'océan Indien sont les plus importantes jamais existées. Elles sont incommensurables. On a des prises qui sont à hauteur de 5 millions, voire 5 milliards d'euros actuels. Donc les bateaux qui faisaient la navette finalement entre l'Asie et l'Europe et qui partaient, qui naviguaient dans l'océan Indien, avaient des marchandises incroyables et donc du pain béni pour les pirates. Et vous racontez tout ça dans un ouvrage qui vient de sortir. Oui, j'ai eu la chance récemment, il est sorti le 31 octobre, d'éditer un livre aux éditions Alizio en France, qui s'appelle simplement Pirates avec un S, et qui parle de l'histoire des Caraïbes à l'océan Indien, l'histoire de cet âge d'or de la piraterie, tout en mêlant pour la première fois finalement en France et je pense aussi dans le monde, cette histoire avec cette archéologie des pirates, avec des objets différents, des épaves, mais aussi de l'archéologie terrestre, puisqu'avec mon équipe en 2022, on a eu la chance aussi de travailler à Madagascar sur l'île Sainte-Marie, qui est une île, un véritable repère de Forban, entre la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle. Vous êtes à côté d'une superbe pièce, un canot, retrouvé du Speaker, mais son histoire est assez particulière. Oui, c'est un canon qui est déjà en bronze, comme vous pouvez le voir ici, qui fait environ 1,40 m de long et qui est très particulier parce qu'il a été retrouvé en 1984 sur le site du Speaker, remonté. Et grâce à la complicité d'Ian Van Arnim et du gouvernement mauricien, on a pu le réintégrer aux collections du Speaker. Au-delà de ça, on voit que sur le dessus du canon, il y a un emblème qui est lié à Christian IV, roi du Danemark et de Norvège, et qui a créé la compagnie danoise des Indes en 1716, donc au début du XVIIe siècle. On le sait, les bateaux marchands de la Compagnie des Indes du Danemark sillonnaient l'océan Indien et pouvaient comporter ces types de canons avec l'emblème du roi du Danemark et de Norvège. Les pirates de Bowen, probablement entre 1700 et 1702, avant son naufrage, ont donc probablement pris un canon, un bateau de la Compagnie des Indes du Danemark, avec à son bord ce type de canon très particulier, et c'est pour ça qu'on le retrouve aujourd'hui sur l'épave. Alors cette pièce, elle est quand même en très très bon état.
Comment expliquer cette remarquable conservation? Alors les objets en bronze sont toujours mieux conservés que les objets en fer, puisqu'ils se corrodent beaucoup plus. Alors que ici, lorsqu'il a été remonté, il était quasiment dans cet état-là. On a des photos de 1984 qui montrent qu'on voit toujours l'emblème et l'ensemble du canon non corrodé. Donc c'est vraiment la différence. L'eau de mer n'impacte pas de la même manière le bronze, alors que le fer, lui, se corrode énormément. Ce qui donne aussi des indications sur le fonctionnement des pirates, car on imagine qu'à bord de leur bâtiment, il y avait des canons issus de plusieurs autres bâtiments. Oui, alors c'est la caractéristique en fait des objets venant des bateaux pirates, des épaves pirates, c'est que c'est l'accumulation de prises et de captures de marchandises venant de différents horizons, donc de bateaux de la Compagnie des Indes, venant aussi de bateaux armés, etc. et de différentes nationalités, français, anglais, danois, hollandais, etc. Et finalement les pirates, notamment les pirates de Bowen, ont accumulé sur un temps court, presque 1 an et demi avant le naufrage, une somme faramineuse d'objets, et c'est aussi le cas notamment des pièces de monnaie, parce qu'on a 40 pièces de monnaie sur le Speaker et elles viennent de 20 pays différents. Et pour l'archéologue que vous êtes, l'historien, celui qui remonte le temps à Maurice comme ailleurs, le Speaker est une épave qui est assez mythique, j'imagine, et qui c'est une sorte de Graal quelque part qui révèle bien des choses sur cette époque de la piraterie. Oui, alors la chance qu'on a avec ce bateau, c'est que quand même, c'est l'épave pirate la plus ancienne identifiée, c'est-à-dire qu'elle a été découverte en 1979, partiellement fouillée en 1980 par Jacques Dumas et Patrick Lisée, qui étaient des historiens archivistes français. Ils ont monté une expédition et grâce aux archives, puisqu'ils étaient aussi archivistes, ils ont pu mettre en lien les découvertes archéologiques avec l'histoire et les archives, puisqu'on sait que le Speaker, et notamment l'île Maurice, est extrêmement bien documenté au début du XVIIIe siècle, grâce à la présence hollandaise sur l'île, qui a fondé le Frédéric Hendrik Fort en 1638, et qui s'est installé là. Donc lorsque le naufrage du Speaker est arrivé en 1702, en janvier 1702, les Hollandais en ont entendu parler et ont tout notifié. En plus de ce Speaker naufragé, les Hollandais, ils ont accueilli les pirates pendant 3 mois dans la colonie. Donc on a toute cette histoire qui est contée de manière synthétique dans les archives. Donc on connaît le contexte de naufrage du bateau, l'heure, les conditions, etc. Le fait que les pirates sont rapatriés sur le campement, sur la côte à 2,5 km. On est vers Grand-Rivière Sud-Est. Et après, se sont fait alpaguer par les Hollandais de la colonie, les 50 militaires, pour être accueillis, soignés et ensuite repartir 3 mois plus tard. Donc on a à la fois un contexte archéologique qui est incroyable parce que c'est la première épave pirate authentifiée dans le monde, à l'île Maurice quand même. C'était un navire donc de John Bowen anglais, un navire pirate. Et en plus, on a les pirates qui sont repartis de l'île Maurice 3 mois plus tard. Et toute cette histoire est bien décrite. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette connivence, complicité entre pirates d'un côté et colons hollandais de l'autre? Parce qu'on imagine que les pirates, ils ne faisaient pas de quartier, que ce soit pour les Hollandais ou les Anglais ou les Français. Alors, c'est vrai que les pirates, on les imagine souvent comme des barbares, des mercenaires qui tuent tout le monde, etc. Bon, en fait, souvent, c'est surtout des opportunistes. Ils prennent des bateaux, ils ne tirent pas forcément sur le bateau adverse, parce que l'objectif c'est de prendre des marchandises. Donc si on tire dans le bateau, ça ne fonctionne pas, hein. On perd du coup les éventuelles choses précieuses à bord. Donc généralement déjà ils attaquent de manière cachée pour essayer de soumettre l'équipage sans combattre. Et c'est un peu ce qui s'est passé finalement à Maurice. Les pirates sont arrivés, ils étaient environ 170. La colonie hollandaise ne constituait que 50 soldats. Il y avait des colons, environ 300 personnes. Donc finalement, l'équipage était moitié moins que l'ensemble de la population, mais 2 fois plus, voire 3 fois plus que les militaires en place. Donc l'objectif, c'était justement d'essayer de s'arranger, surtout que le gouverneur de l'époque, Deodati, a essayé quand même de les empoisonner un moment lors d'un repas, mais il s'est ravisé au dernier moment. Donc il y a eu quand même des relations plus ou moins houleuses au départ, sans que les pirates le sachent. Au final,
ils se sont dit, bon, on va continuer à les accueillir normalement, on va les soigner, et comme ça, ils repartiront rapidement après avoir été remis en bon état. Et derrière, la compagnie des Indes, donc hollandaise, a pu récupérer quand même 2500 pièces espagnoles données par les pirates dans le cadre d'un échange entre les pirates et la compagnie contre un bateau de la compagnie qui est reparti avec les pirates dessus. Donc finalement, en soignant et en s'occupant bien des pirates, ils ont pu repartir rapidement et pas causer trop de problèmes. On va explorer un petit peu ce qu'il y avait eu sur récupérer de l'épave avec des pièces derrière vous, mais sous l'eau, qu'est-ce qui reste exactement du Speaker? À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a encore d'autres pièces comme le canon? Alors il faut imaginer que on est sur un site qui est un site d'épave assez exceptionnel. Déjà on est à 2,5 km de la côte, on est derrière le récif, donc dans une zone à ouragan qui bouge quand même pas mal. Nous-mêmes on a plongé en 2021 et on a bien senti qu'on était ballotté de 3 mètres par 3 mètres, on devait s'accrocher au canon. Donc il reste 34 canons et 4 ancres et un certain nombre d'objets qui sont piégés sous le corail mort. Mais ce site est très particulier aussi parce que les pirates, lors de leur naufrage, ont essayé de manœuvrer et ont balancé délestant les canons et les ancres pour essayer de manœuvrer et d'alléger le navire. Sauf que le navire était du coup trop lourd. À cause de la tempête, il s'est couché et il est resté là finalement derrière la barrière de corail. Donc il faut imaginer un grand bâtiment qui dépasse largement de l'eau. On n'est pas à 150 mètres au fond de l'eau. Hein. Et de ce fait, le fait d'avoir délesté les canons sur des dizaines et des dizaines de mètres, on a des vestiges sur une très grande taille. Entre 200 et 400 mètres de distance entre le premier canon et le dernier, ce qui est assez particulier puisque normalement une épave de bateau c'est 30 à 40 mètres de long, il coule à pic et puis il ne se passe plus rien. Là c'est vraiment différent, donc il faut pouvoir déambuler sous l'eau entre 4 et 7 mètres de profondeur pour retrouver les différents vestiges, et donc on a ces 34 canons qui sont toujours là, ces ancres et ces objets. On a encore pas mal de choses à découvrir sous l'eau. Nous sommes curieux de faire parler les pièces de monnaie, cuillères, statuettes, colliers. On imagine le sauve-qui-peut. Ce soir du 7 janvier 1702, les pirates ont alors abandonné des objets pour lesquels ils ont arraisonné, capturé, tué. Alors en fait c'est le résultat des différentes campagnes archéologiques qui ont eu lieu sur le Speaker, hein, donc à entre 4 et 7 mètres de profondeur, en 1980, en 1990 également. Nous avons replongé en 2021, mais les objets que nous avons découverts sont encore en cours de traitement. Et parmi ces objets, on a ce qu'on disait tout à l'heure, un certain multiculturalisme, des objets qui viennent du monde entier finalement et qui ont différentes fonctions. Alors on va avoir notamment une statuette de divinité de l'Inde du Sud qui est en bronze, qui a été volontairement laissée dans son état d'origine avec le corail au centre. On va retrouver aussi des objets de bord comme cette cuillère anglaise qui était associée vraiment à la vaisselle probablement des officiers puisqu'elle est quand même décorée et richement fabriquée. On a également des compas hein, qu'on voyait ici qui servaient pour la navigation, qui sont en parfait état de conservation. On peut aussi avoir des restes d'armement, notamment une garde de sabre de Pala. Donc c'est un sabre ottoman de la deuxième moitié du XVIIe siècle qui est très particulier. Alors il faut imaginer le manche et puis la lame hein, du sabre qui n'est pas conservée. Donc on a vraiment des objets extrêmement intéressants. Puis il y a d'autres éléments ici. Alors là, on se retrouve avec un cadenas chinois. Donc c'est tout à fait une fonction d'un cadenas, sauf qu'il est ancien et qu'il a été fabriqué en Chine. Nous avons aussi, évidemment, qui dit pirate parle aussi de trésors de pirates. Donc, comme les pirates ont partagé le trésor, il y a eu quelques objets qui sont restés à bord. Ils n'ont pas pu tout récupérer. Donc ici, des petits lingots d'or qui sont à peu près la taille d'un petit doigt. Mais ce qui est intéressant sur celui-là, c'est qu'il a été coupé en deux pour être partagé entre les membres de l'équipage. Il y a aussi des pièces de monnaie qui sont où là on a une pièce vénitienne, donc du doge de Venise qui est un séquin, et ça ce sont des ducats d'or qui sont fabriqués en Égypte.
Nous avons aussi une petite boucle d'or, des boutons d'or, voilà un bouton d'or. Donc aussi on a un bouton d'argent richement décoré, qui est magnifique. Qui est d'origine anglaise. D'origine anglaise, oui, très bien conservé. Nous avons aussi des pièces en argent, bien sûr. C'était plutôt ces pièces-là qui servaient aux échanges. L'or, c'était déjà un petit peu plus important. Et nous avons aussi, souvent ça se faisait à l'époque, on utilisait des pièces de monnaie comme bijoux. Donc là, il a été mis au bout d'une chaîne, probablement portée par un des pirates à bord. Donc c'est une pièce indienne, il me semble. Voilà. Nous avons aussi un autre, on avait parlé des compas de navigation, mais aussi on a un cadre solaire, un petit cadre solaire, qui servait donc à donner l'heure sur le bateau. Et ça servait aussi à naviguer dans le sens que ça donnait après, par des calculs, il fallait savoir l'heure. Et avec un astrolabe ou un octant, on pouvait savoir sa position après, en plus. Voilà. Quelque part, tous ces objets remontés nous permettent de raconter un peu les voyages et les rencontres, les prises de l'équipage du speaker, en fait. Oui, bah, les pièces ottomanes, sabres ou pièces de monnaie, etc. Bon, bah, c'est probablement lié aussi à des navires qu'ils piégeaient dans l'océan Indien, pas très loin de Surat, d'Oman, etc. Quand on a une statuette d'Inde du Sud, forcément, c'est pareil, hein, on n'est pas loin de ces contrées-là. Et puis, on a des objets vraiment qui sont typiques de la nationalité de l'équipage, qui était quand même majoritairement anglaise, avec les éléments de navigation, les cuillères, mais on a aussi, qu'on ne voit pas ici, la porcelaine ou les céramiques de différentes natures qui montrent aussi de manière plus simple là aussi la vie à bord, comment ça pouvait fonctionner, la cuisine, etc. Bah, le site du speaker est peu profond, donc très chamboulé, c'est-à-dire qu'il y a les vagues qui s'écrasent en permanence dessus et donc tous les objets sont disséminés sur un site qui est assez important. Et la difficulté pour trouver ces objets parmi les canons, bon, les canons sont le plus facile à trouver, mais les petits objets, souvent ça rentre dans des interstices de corail et de sable, ça s'enfuit sous le sable. Donc il y a deux méthodes de fouille, une qui n'est pas vraiment archéologique, c'est-à-dire on utilise un détecteur de métal, mais ça nous permet de situer où sont les objets en métaux, mais aussi faire des fouilles systématiques, c'est-à-dire carré par carré, enlever le sable, creuser le corail, et à ce moment-là, on peut retrouver les objets dans leur position d'origine. Et donc, c'est ça que recherche l'archéologue. Par contre, il faut savoir que la vie, les poissons, les oursins, les autres animaux, font bouger ces objets des fois. S'ils ne sont pas bien fixés ou cachés sous le corail, les animaux les emportent. On a vu nous-mêmes un oursin transportant ce petit lingot d'or là. Sur lui. C'est l'oursin pirate. Voilà, l'oursin pirate. Et donc, il peut faire une certaine distance avant que le petit lingot tombe. Donc, ça veut dire que la vie peut bouger les objets. Mais il faut savoir que la majorité aujourd'hui se trouve vraiment enfouie sous le sable à cause des mouvements des vagues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même 6 à 8 épaves pirates découvertes par l'archéologie, attestées par l'histoire et les archives dans le monde. Donc, le speaker est la première qui a été découverte déjà par l'archéologie et attesté par l'histoire. Pour la petite anecdote, on en a 2 dans les Caraïbes, 2 sur la côte est des États-Unis, 2 sur la côte sud du Brésil et 2 dans l'océan Indien, dont une à Maurice. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on découvre l'épave et on arrive à l'identifier, il peut y avoir énormément de temps. En 1996, l'épave du Queen Anne's Revenge, qui est associée au pirate le plus célèbre d'entre eux, Barbe Noire, qui a été découverte donc au large de la Caroline du Nord aux États-Unis. Elle a été découverte en 1996 et identifiée formellement comme étant son épave, son bateau, en 2012, puis officiellement vraiment en 2017. Vous voyez, le temps, c'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un travail lié à l'étude des objets, aux comparaisons. Quand on remonte un canon, on en parlait tout à l'heure, il faut le remonter, il faut le nettoyer. Quand il est en fer, il y a plus d'1 an de travail de restauration. Il va apporter des informations, mais ça va être sur un temps long. Donc tout est comme ça. Le travail sur la coque aussi. Nous, on n'a pas de coque de navire sur le speaker, mais quand c'est le cas aux États-Unis ou ailleurs, il faut travailler sur la préservation du bois, la comparaison, l'étude des éléments de boiserie de la coque, etc. Donc tout ça, c'est du travail scientifique qui est extrêmement long. Il y a plusieurs métiers aussi, scientifiques, etc., qui collaborent ensemble. Donc ça donne parfois lieu à des recherches qui sont très longues sur le temps.
recherches, encore et encore. Des pièces de vie de pirates que nos archéologues essayent d'assembler. Il faut d'abord les répertorier, en identifier la provenance, ensuite les faire parler. C'est le tesson de porcelaine japonaise qui a été retrouvé sur le speaker et qui est exactement similaire à ce type d'assiette-là, avec le décor de pêche qu'on a là, ici, et le V avec le C qui est cassé ici, qu'on voit là, et qui est en fait ici. Donc c'est vraiment, ça vient du Japon. C'est un fond de porcelaine qui imite la porcelaine de type crack chinoise du XVIIe siècle, mais là on est au tout début du XVIIIe siècle, et on est vraiment sur ce type-là. Et ce qui est intéressant, c'est que on a le même type de porcelaine qui a été découvert sur le fort Frédéric Hendrick à Vieux-Grand-Port, puisqu'il y a eu des fouilles archéologiques entre 1997 et 2003 par l'université d'Amsterdam, et on retrouve ce même type de décor pour la même assiette. Peut-être pas exactement la même assiette, mais en tout cas le même type d'assiette. Donc c'est extrêmement intéressant, ça prouve peut-être que nos pirates qui ont séjourné quelques mois dans le fort ont peut-être échangé des vaisselles avec la colonie hollandaise. Ou alors, du moins, ils étaient servis aussi par la colonie, par les productions japonaises, puisque c'était des porcelaines qui voyageaient pas mal par les courants marchands, voire de contrebande. Donc on a quand même des similitudes qui sont extrêmement intéressantes entre le fort Frédéric Hendrick et l'épave pirate du Speaker. Le lien, vraiment, ça c'est de cette partie-là, là, et ça c'est ici. Ouais, on voit même la naissance du V et du C. Du Donc, V, c'est là. vraiment, ça c'est assez extraordinaire en fait. Et donc là, ici, l'intérêt c'est d'essayer de prendre des photos, de mesurer chaque tesson. Voilà, on mesure, on rentre sur l'ordinateur, et puis on pèse, voilà, pour avoir toutes les données chiffrées sur ce type-là. Et puis ensuite, on renseigne les décors. Donc là, on a un décor de pêche avec le V. Ici, on a des panneaux qui sont différents avec des fleurs, des fruits, etc. Donc voilà. Donc, c'est extrêmement Et tout intéressant. ça, c'est un puzzle en fait qui nous permet de remonter, de comprendre un peu comment ça vivait, comment ça communiquait même entre les uns les autres, entre pirates et colons. Tout à fait, mais l'archéologie, de toute manière, c'est de l'archéologie du puzzle. Je pense que tous les archéologues ont aimé faire des puzzles quand ils étaient petits. Parce qu'une assiette fragmentée, on a des petits morceaux qui ne recollent pas forcément. Il faut savoir, regardez, ici c'était déjà recollé. Voilà, les archéologues en 1980 les ont recollés. Là également. Donc c'est l'archéologie du puzzle. Et chaque tesson, chaque morceau d'objet, de céramique, de porcelaine va raconter quelque chose. Nous-mêmes, cet objet-là, on l'a vu en 2019 et en repassant les photos, en faisant des comparaisons, on a su que très récemment ce que c'était. Et que c'était pas de la porcelaine chinoise, mais que c'était de la porcelaine japonaise. Donc c'est extrêmement intéressant pour nous, puisque nous-mêmes, en tant que chercheurs aussi, on évolue en consultant les ouvrages, en se spécialisant sur différents domaines. Donc voilà, l'archéologie, c'est aussi ça, c'est travailler sur les objets métalliques, c'est être spécialiste de la coque du navire, spécialiste des canons, de la porcelaine, de la céramique, de plein de choses différentes. Trois siècles plus tard, ces objets conservent jalousement leurs secrets. Qu'ont-ils de si précieux à cacher? Et que va-t-on encore découvrir sous le sable? Un jour, le speaker finira par tout nous dire.